Si toi aussi, quand tu vois des jeux tagués OSR, tu n'as aucune idée de quoi ça parle, et la fois où tu essaies de te renseigner, on t'a dit que c'était des jeux pour vieux réac avec des systèmes super lourds, des images à chier et une mise en page daubée du cul, eh bien, il va peut-être falloir qu'on en parle, non? Et salut tout le monde, je suis Ectelion et j'accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous reparler de jeux de rôle. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez compliqué et complexe à aborder, à savoir l'OSR. Alors j'en profite tout de suite pour ouvrir une petite parenthèse. Évidemment je ne peux pas aborder tous les jeux en OSR qui existent, donc si jamais vous avez un petit chouchou que je n'ai pas cité, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires en m'expliquant un peu pourquoi est-ce que vous auriez préféré voir ce jeu-là dans la sélection. Je ne connais pas tous non plus, je n'ai pas tous lu heureusement parce que sinon j'y serais encore. Et puis, évidemment, si jamais j'exprime un avis, cet avis c'est le mien, vous avez le droit d'avoir le vôtre, mais n'oubliez jamais qu'on a le droit aussi d'en débattre. Voilà, mon avis n'est pas absolu, votre avis non plus, donc on a le droit d'échanger si jamais les deux rentrent en conflit, même si je pense que je vais rester quand même assez souple, on devrait bien s'entendre. Mais avant ça, OSR, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des acronymes, donc qu'est-ce qui se cache derrière ça? Eh bien là-dessus déjà, il n'y a personne qui est d'accord. Moi comme ça c'est pratique, c'est déjà le bordel. Même sur le nom, il n'y a déjà personne qui sait. Donc ça veut dire Old School Revolution, Old School Revival, ou bien Old School Renaissance, ou bien Old School Rules. Donc là-dessus, c'est un peu démerde-toi, prends celui qui te plaît. Voilà, alors le rules, moi je l'ai jamais entendu dire, je l'ai trouvé en fait en faisant mes recherches sur internet, mais c'était la première fois que je le voyais. Les trois autres oui, celui-là non. Donc voilà, donc déjà c'est un peu le bordel, déjà chacun il prend le nom qu'il veut. Mais tout ce bazar, de quand est-ce que ça date? Eh bien au début des années 2000, Wizard of the Coast publie la troisième édition de Donjons Dragons. Ouais. Et en même temps, ils en profitent pour publier ce qu'on appelle l'OGL et le SRD. OGL pour Open Game License et SRD pour System Reference Document. Le tout, en fait, ce bazar-là, ça vous permet de publier du contenu pour Donjons Dragons, peu importe l'édition que vous voulez, sur laquelle vous voulez publier, et d'utiliser une partie de ce qui a été publié officiellement en mettant des références du contenu propriétaire Donjons Dragons, même si vous n'avez pas accès à tout. Mais ça vous permet quand même de baser votre jeu ou votre contenu sur du contenu à la base Wizard of the Coast, des mécaniques, etc., des créatures. Voilà, il y a un certain package de choses qui sont en accès libre, si vous préférez. On l'utilise toujours aujourd'hui pour la cinquième édition. C'est ça qui nous donne 10 000 Kickstarter par semaine pour du contenu 5e. Et c'est aussi ça qui nous donne des jeux comme Dragon, comme Héros et Dragons, comme Roll and Play. Voilà, en France, on publie aussi dessus. Mais on va aussi avoir des Midnight, des choses comme ça qui ne sont pas faits à la base par Wizard of the Coast, mais par des éditeurs tiers qui vont pouvoir se baser sur un jeu connu et jouer. Et donc potentiellement avoir plus de succès. Bref, tout ça pour dire que à la base, donc quand la troisième édition est sortie, il faut savoir que la troisième édition, ça a fait un petit peu trembler le monde. On a d'un seul coup changé un petit peu les paradigmes et le style de jeu de Donjons Dragons. On est rentré vraiment dans de l'héroïque très très héroïque. Et la troisième édition est venue aussi avec beaucoup de règles, des feats, voilà, des choses qui étaient un petit peu lourdes. Et il y a certaines personnes qui ne se reconnaissaient pas dans cette nouvelle édition de Donjons Dragons et qui préféraient en fait les règles plus anciennes, les anciennes éditions. Et donc certaines personnes se sont dit, eh bien en fait moi ce que je vais faire c'est que je vais continuer à publier pour des anciennes éditions. Et il y en a d'autres qui se sont dit, eh bien moi je vais publier des trucs qui ressemblent aux éditions précédentes, qui vont être compatibles avec les éditions précédentes, tout en gommant un petit peu les scories, les choses qui ne me plaisent pas, etc. etc. Et c'est ça qui a donné ce qu'on appelle des rétroclones. Donc les rétroclones, ce sont des jeux qui sont typiquement en fait des copier-coller, je grossis le trait, mais on peut jouer à des anciennes éditions de Donjons Dragons avec un rétroclone, c'est techniquement la même base technique. Donc on va voir par exemple Osric qui va vous permettre de rejouer ou de jouer pour la première fois les modules en Advanced Dungeons and Dragons première édition. Et donc Osric va être le premier à lancer va lancer le mouvement. Et ensuite il y en a d'autres qui vont partir comme ça, toujours en se basant sur Donjons et Dragons et en allant chercher des éditions qui leur plaisent. Donc il y en a qui vont partir sur ODD, donc c'est la toute première version de Donjons et Dragons sortie. Il y en a même qui vont se baser par la suite sur Chainmail, donc vraiment l'ancêtre de Donjons et Dragons, le premier truc, ce pourquoi avait écrit Gary Gygax à la base, donc Chainmail. Ensuite, il y en a, comme je disais, qui vont se baser sur ODD, il y en a qui vont se baser sur beaucoup sur la première.
en sachant que la première, on en parlera peut-être à l'occasion, mais la première, il y a différentes versions. Et donc, il y a comment dirais-je, des jeux différents qui vont se baser sur des versions différentes. Par la suite, certains sortiront même aussi pour la deuxième édition, donc des rétro-clones de la deuxième édition. Et donc tout ce petit monde comme ça va faire ses choses dans son coin, ce qui vous permet à vous de récupérer ce jeu-là et puis d'aller chercher un module de la première édition et puis de jouer. Voilà, donc ça c'était l'ambition à la base. Ensuite, partant toujours du même principe, certains vont pousser le bouchon un petit peu plus loin. Ils vont faire des rétroclones, mais en fait ils vont aller un petit peu avec des mécaniques un petit peu à part, ou qui vont carrément changer tout en étant dans le même esprit. C'est très important pour la suite. Ils vont être dans le même esprit que les rétroclones. Et donc à ce moment-là, on va les appeler des néoclones. Quand les néoclones apparaissent, on a comme un espèce de schisme qui se crée. Donc on va avoir les rétroclones d'un côté qui eux se basent et qui sont normalement compatibles avec les boîtes directement que vous pouvez prendre de Donjons et Dragons première édition, deuxième édition, suivant le jeu qu'ils veulent émuler. Et puis donc vous avez les néoclones qui eux vont ne pas être compatibles directement avec le module, mais être dans le même esprit. Et donc, techniquement, si vous voulez jouer avec un néoclone à un module, vous allez pouvoir, en adaptant un petit peu les stat blocks et tout ça, en prenant l'équivalent dans le néoclone, mais vous allez changer par contre le fonctionnement, les règles et tout ça, tout simplement parce qu'il y a des gens qui trouvent ça un peu lourdingue de gérer ça comme dans l'édition. Voilà, ils vont changer les choses comme ça. Et donc, vous vous retrouvez maintenant avec deux versions parallèles, et là, ça devient le bordel. Alors là, attention. Là, c'est compliqué, on va pas tous les faire parce que j'y arriverai pas, mais il y en a de partout. Alors maintenant, on a des néo-rétro, des quasi-clones, c'est des trucs complètement fous, on dirait des sous-genres de métal. Tout ça va être mis sous bannière de ce qu'on appelle aujourd'hui l'OSR, donc c'est Old School Renaissance, Old School Revival, bref, choisis ta crèmerie. Et nous nous retrouvons comme ça avec des rétro-clones qui commencent à apparaître un peu partout, qui vont être basés sur différentes éditions de Donjons et Dragons. Vous avez même Castle and Crusade qui va sortir à ce moment-là, et qui lui va être carrément basé en fait sur la troisième édition, sur les règles de la troisième édition, mais en enlevant un petit peu tout ce qui eux les emmerde, donc les feats et tout ça. Et puis donc ça va être techniquement joué OSR, parce qu'on est dans l'esprit des éditions précédentes, mais avec les règles de la troisième édition, donc des règles qui ne sont pas anciennes forcément. Les jeux OSR sont donc des jeux qui se basent sur des anciennes éditions qui vont essayer d'émuler. Voilà, certains vont être quasiment un copier-coller des règles de l'époque, peut-être en corrigeant certaines choses ou en adaptant rapidement quelques petites choses, et certains vont carrément changer les mécaniques, intégrer de nouvelles mécaniques, etc., etc., mais tout en se revendiquant de cette école OSR. Et justement, pourquoi est-ce qu'ils se revendiquent et comment est-ce qu'on les reconnaît? Eh bien, il y a plusieurs choses. Pour vous parler de ça, je vais me baser sur le Principia Apocrypha qui a été traduit par Eric Niedan, un auteur de jeux français qui a notamment écrit Maquette aux Monsters. Donc, que nous dit ce document, dont je vous mets le lien en dessous et qui va vous permettre de comprendre un petit peu certains principes. On ne va pas tous les faire, mais il y a certains grands principes de l'OSR. Alors, il y a des choses dedans, je vous avoue que pour moi, c'est juste normal. J'ai un peu de mal des fois à comprendre en quoi ça dénote quelque chose, mais bon, voilà. Notamment, par exemple, créer un monde vivant ou qui n'attend pas les joueurs, voilà, des choses comme ça. Pour moi, ça fait partie des conseils que je donnerais normalement à n'importe quel jeu de rôle. Donc voilà, il y a des trucs comme ça que je ne comprends pas forcément, mais à côté de ça, il y a quand même des bases qu'on retrouve, qui sont communes à beaucoup de jeux OSR. Donc tout d'abord, vous allez avoir la fin du mythe de l'équilibrage, j'ai envie de vous dire. Vous le savez peut-être, mais l'équilibrage dans un jeu de rôle, c'est très compliqué, et ça a pu donner des choses assez extrêmes, comme Pathfinder première édition, qui est connu pour être un jeu extrêmement bien équilibré, et on connaît un peu les dérives que ça a mené, les problématiques de lourdeur de règles, etc. Et donc l'OSR va partir du principe que non, on n'a pas forcément à bâtir des rencontres équilibrées, parce que tout simplement, eh bien, si les joueurs ils vont à gauche et qu'à ce moment-là il y a une banque d'orques beaucoup trop grande pour que les joueurs puissent l'affronter, eh bien on n'a pas à réduire la puissance des orques pour que les joueurs puissent rouler dessus. Non, ils étaient trop puissants, ils étaient trop puissants. Et donc ça va engendrer tout un tas de choses. Déjà, on ne triche pas. Si jamais vos personnages doivent mourir, ils vont mourir. C'est comme ça, voilà, fallait pas foncer, fallait essayer de trouver une autre solution. C'est aussi avec ça qu'on va abolir un petit peu cette histoire d'équilibrage. C'est que, techniquement, si tu as voulu combattre un ennemi qui était trop fort pour toi, tu l'as payé de ta vie, c'est normal. Moi, si demain je me mets sur la route et j'essaie d'arrêter un bus, il y a moyen que je finisse écrasé dessous.
Et ben là, c'est un peu le même principe. C'est dommage, il y avait cette créature-là qui était là. Alors évidemment, laissez-leur la possibilité à vos joueurs d'en réchapper, donnez-leur des pistes, ils ne sont pas forcément obligés de foncer dedans. C'est pas juste un couloir, derrière il y a une liche et devant il y a une manticore. Bon voilà, il faut quand même leur donner d'autres solutions, et sinon vous allez juste les tuer stupidement. Mais on ne fait pas forcément, on ne cherche pas des rencontres équilibrées, on va essayer de le faire de façon logique. Voilà, à ce moment-là, il y a ça dans le donjon, et bah il y a ça. Et puis si les dés ils disent que t'es mort, et bien t'es mort. Et donc ça aussi, ça amène une autre petite chose. Le joueur va être surtout amené à développer son personnage en partie. Vous savez, généralement, quand on commence une campagne de jeu de rôle, on écrit du lore sur son personnage, on va écrire un petit peu un background qui va permettre au MJ après de se servir de ce background pour l'intégrer dans la partie, etc. Eh bien, en OSR, on va plutôt partir du principe que ce qui est important pour votre personnage de vivre, c'est ce qui se passe maintenant dans la partie. Donc peut-être que vous allez commencer la partie en tant que simple paysan, qui a une petite formation d'archer, par exemple, les chasseurs dans son village, il va être amené à partir à l'aventure au début de la campagne. Donc, qu'est-ce que tu as fait avant? Eh bien, je suis chasseur au village. Voilà, c'est tout. Et puis, après, bah, c'est là que tu vas écrire ton histoire. Et donc, on va t'amener à développer ton personnage pendant les aventures. Et ça doit déjà faire écho avec tout un tas de jeux de ce que je vous dis là. Mais ça, c'est assez important, puisque la mortalité étant élevée, ça t'évite de t'attacher trop à ton personnage et que ça te fasse chier quand il sort de son village la première fois et il rencontre deux orques et il se fait crever le premier coup. Bah, c'est un peu chiant, donc tu dois recréer un personnage et tout ça. Ce qui fait que le fait d'enlever, le fait de devoir écrire un background assez compliqué, de s'imprégner de son personnage, quand il meurt, eh bien, on se retrouve pas en étant oh merde, j'avais imaginé tellement de bons trucs pour lui. Non, on va juste se dire bon bah mon chasseur est mort, tiens, maintenant que je vais faire le bouseux du coin qui va être équipé d'une fourche. Voilà, pourquoi pas, et ce bouseux peut-être arrivera-t-il à survivre plus loin que le chasseur et tout ça. En plus de ces quelques concepts-là, il vient se rajouter quelques petites choses. Tout d'abord, vous avez l'aléatoire qui rentre énormément en compte dans l'OSR. Vous allez par exemple avoir beaucoup d'événements qui vont être déterminés pendant la partie, voire même le MJ va venir s'asseoir à table, il n'a aucune crise d'idée de ce qu'il va faire pendant la partie, et ça va être tout déterminé aléatoirement en même temps que vous jouez. Par exemple, on prend la route, ok, tac, vas-y, balance les dés, ok, il va y avoir une rencontre, ils vont rencontrer quoi? Une bande d'orques, ok, ils sont 6, merde, j'ai 3 joueurs, ils vont crever, très bien, donc ils vont être beaucoup plus forts qu'eux, et puis voilà, donc on va comme ça déterminer de façon aléatoire beaucoup d'événements qui vont se passer pendant la partie. Ce n'est pas forcément que des rencontres, ça peut même être aussi des trésors, par exemple. Voilà, par exemple, les joueurs ont attaqué un camp de bandits, hein, je dis ça, si quelqu'un me regarde, il va peut-être reconnaître de quoi je parle. Les joueurs ont attaqué un camp de bandits, ok, qu'est-ce qu'avaient les bandits? On jette le dé, oh merde, ils avaient un super méga trésor, ok, bah les joueurs d'un seul coup, ils sont super riches et ils ont beaucoup d'XP et tout ça. Et donc, il y a des choses comme ça qui vont être déterminées de façon aléatoire. C'est très important dans l'OSR, et c'est beaucoup de jeux OSR, on les reconnaît au nombre de tables aléatoires qu'il peut y avoir. Il peut y avoir des tables vraiment pour tout, des générateurs de villages, des générateurs d'histoire, des générateurs de beaucoup de choses, beaucoup de tables aléatoires, c'est très important pour des jeux OSR. Ça permet au MJ déjà de se relâcher un petit peu au niveau de la préparation, même si en vrai, bon, une fois que tu es parti sur tes premières tables aléatoires de ton histoire, bon après, au bout de quelques séances, tu as vraiment envie de faire avancer une histoire et de construire une histoire bien comme il faut. Donc généralement, tu prépares tout pareil, enfin en tout cas pour moi. Mais même si dans la partie, tu as quand même des événements aléatoires qui vont se déclencher. Mais en ce qui concerne l'histoire, ça va vraiment être au début. Après, il ne faut pas non plus se leurrer. Évidemment, il va quand même y avoir un peu de travail si vous voulez construire une histoire intéressante et que vous n'êtes pas en one shot. Ensuite, un point important que j'aimerais aborder, l'OSR, et ça, alors j'ai un peu de mal à l'expliquer, mais c'est ce que j'appelle remet le joueur au centre de la table. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'OSR va faire en sorte de demander beaucoup plus aux joueurs qu'aux personnages. J'entends par là que, par exemple, dans D&D 5e édition, on pourrait le jouer comme ça, je ne dis pas le contraire, mais si jamais il y a des puzzles à faire, des mécaniques à déjouer, eh bien, on va pouvoir demander un jet à la personne pour lui demander de comment est-ce qu'elle fait pour trouver ci ou ça, est-ce qu'elle comprend le mécanisme, et on va lui donner la solution. Là, non. On va beaucoup se reposer sur les joueurs et leur ingéniosité, les joueurs et les joueuses, j'entends, leur ingéniosité pour résoudre les problèmes qu'ils rencontrent sans se cacher derrière leurs feuilles, derrière leurs jets de dés, derrière leurs statistiques et leurs compétences.
Donc l'OSR va appuyer là-dessus sur le fait de se reposer sur l'ingéniosité des joueurs et des joueuses autour de la table et non pas forcément de se cacher derrière sa feuille. Voilà, au niveau des grands principes, je pense que je les ai à peu près tous couverts. Il y en a d'autres hein, dans le Principia Apocrypha que je vous mets en lien. Mais pour récapituler un petit peu, on va avoir le monde est vivant autour des joueurs et ne les attend pas. On va s'en remettre beaucoup aux joueurs. Beaucoup de tables aléatoires, voire même un monde généré aléatoirement, une quête générée aléatoirement, etc., etc., au moins pour le début. On va avoir le mythe de l'équilibrage qui va être un petit peu battu en brèche. Voilà, on va arrêter un peu avec ça. Le fait que les personnages peuvent mourir facilement ou pas, ça dépend du jeu, mais peuvent mourir peut-être plus facilement que dans d'autres jeux. Donc ça c'est important. Et donc ça entraîne aussi le dernier point qui est, attention, l'historique du personnage. Ne développez pas forcément trop votre personnage comme vous le feriez pour un jeu plus récent, enfin, hors OSR, tout simplement parce que ce personnage étant fragile, vous allez potentiellement être frustré du fait de mourir. Et donc on va se reposer sur le fait que le background du personnage va se construire en partie. Voilà. Et c'est quand il aura pris quelques niveaux, machin, vous pourrez toujours inventer des choses qui sont passées avant, dans son passé et tout ça, mais vous allez le faire en partie. Et c'est ce qu'il vit maintenant qui est important, ce qu'il a vécu avant, on s'en fout un petit peu au moment de commencer la partie. Voilà, donc ça c'est les grands principes. Il y en a d'autres. Je vous mets évidemment le document en lien et vous allez pouvoir retrouver tout ça. Je vous en conseille la lecture. D'ailleurs, il y a même des conseils que je donnerai pour absolument tout jeu, même hors OSR. Des choses que je ne vois pas la différence en fait avec un jeu normal. Je l'avoue. Des trucs qui sont dedans, je me dis ouais, bah c'est pas mal normal en fait, mais bon. Et enfin, un dernier grand principe, ce qui va un peu être moteur de tout ça, c'est que généralement les systèmes OSR vont être des systèmes assez simples, je dirais. Alors c'est plus ou moins vrai, je veux dire par exemple les règles BX, donc tout ce qui va être Old School Essential par exemple, vont être non pas forcément hyper simples, du moins au premier abord. Il y a quand même plein de petites choses. C'est pas très compliqué non plus, mais il y a quand même des petites choses à prendre en compte, surtout quand vous prenez les versions Advanced, donc là il y a encore plus de choses. Mais bon, ça reste quand même assez simple au niveau du cœur. Et beaucoup d'autres jeux vont rester avec des règles très simples. Je pense notamment au Black Hack ou à Makato Monsters qui est basé dessus. Ça va être quand même des règles assez simples. Et avec assez peu de contenu à la base. Donc, c'est peu de listes de sorts, peu de feeds, de choses comme ça. Mais on va vous donner les recettes dedans et on va s'attendre en fait à ce que vous développiez après les vôtres, ou que vous personnalisiez votre expérience. Et justement, en parlant du contenu et tout ça, eh bien, on peut regarder un petit peu ce qui fait des fois un petit peu défaut au niveau de l'OSR et ce qui peut amener une certaine mauvaise réputation. Tout d'abord, qui dit OSR dit rarement, ça commence à changer, mais dit rarement gros studio ou grosse industrie derrière. On va généralement rester sur des publications, des choses auto-publiées, des choses comme ça. Ce qui veut dire que les gens n'ont pas forcément les moyens de se payer un maquettiste, des illustrateurs et tout et tout. Et donc, parfois, même assez souvent, surtout dans les jeux les plus anciens, donc les Osric, les Labyrinth Lord, des choses comme ça, on va avoir des mises en page très simples, peu, voire pas d'illustration. On est sur quelque chose d'assez sommaire, d'assez brut. Mais petit à petit, avec le temps, ça s'est professionnalisé. Et notamment aujourd'hui, quand vous voyez des mises en page et des livres comme les Old School Essentials, par exemple, on est quand même sur des trucs qui sont assez haut de gamme. Quand même. Je veux dire, quand vous voyez ce genre de page, vous ne pouvez pas me dire non, c'est moche, ça ne peut pas, enfin, ça peut être moche suivant vos goûts, mais je veux dire, vous ne pouvez pas me dire c'est le bordel, on comprend rien. Voilà, ça c'est ce que j'entends par là. Donc la réputation de beaucoup de jeux OSR, notamment Basic Fantasy par exemple, qui me fait beaucoup rire là-dessus, c'est que ça va être des jeux avec une mise en page absolument affreuse, qui vont être à moitié imbitables. Et je fais le parallèle d'ailleurs avec un autre jeu qui s'inscrit un peu dans cette mouvance, mine de rien, mais ça je le garde pour la fin. Si vous regardez par exemple Brigandine de James Tornade, eh bien il y a eu la V1 qui a une mise en page vraiment pas sympa. Voilà, elle est assez lourde, c'est du texte quoi.
c'est pas très user-friendly. Et justement, James Tornad l'a dit pendant le financement de la V2, c'est que depuis, il a fait des progrès dans le maquettage et que la V2 est beaucoup mieux en termes de mise en page. Donc vous voyez, il y a une évolution quand même naturelle au niveau des gens aussi qui créent du contenu comme ça pour faire des choses de plus en plus acceptables. Et aujourd'hui, je trouve que la production OSR qui peut sortir, en grande partie, se professionnalise et devient de plus en plus jouable pour le commun des mortels et pas forcément pour les vieux barbus aigris. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie toujours. L'accès, comment dirais-je, la facilité d'accès d'abord, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc la réputation un petit peu de maquette à chier, ça peut venir beaucoup de là, je trouve. Notamment si vous trouvez Basic Fantasy, c'est un rétro-clone de Donjons et Dragons. Alors je crois que c'est Advanced Donjons et Dragons, je ne sais plus, mais en tout cas c'est de la première édition. Je ne sais plus si c'est Basic Expert ou juste Basic, mais en tout cas voilà, c'est vraiment la première édition. Et Basic Fantasy, c'est vraiment moche, hein. Mais ça coûte rien. Vous pouvez l'acheter sur Amazon en version physique. Je crois que ça coûte 3 dollars ou 5 dollars le bouquin. C'est vraiment pas grand chose. Et c'est aussi d'ailleurs une des choses qui fait un peu la force de ce milieu-là. C'est qu'il y a beaucoup de jeux OSR qui sortent. Alors maintenant, c'est beaucoup de néo-clones, plus tellement des rétro-clones, parce que ceux-là sont bien implantés. Puis à un moment, on ne peut pas réinventer la roue 50 fois quand on reste exactement dans les mêmes carcans. Mais on va avoir beaucoup de choses auto-publiées sur des Lulu, sur des drive-thru, sur des choses comme ça. On va beaucoup avoir de contenu auto-publié et sur des plateformes d'impression en ligne, Amazon, etc. Et donc, au niveau des maquettes, j'en ai parlé. Au niveau des illustrations, c'est un peu la même chose. Au final, à la base, on est sur des gens qui soit savaient un petit peu dessiner, qui ont fait eux-mêmes leurs illustrations, qui des fois payent un illustrateur, mais c'est pas forcément ça parce que bon, ils en font peu, donc il y en a peu d'illustrations de qualité, ou alors ils prennent des illustrations libres de droit, donc ils achètent des banques d'images, des choses comme ça. Et puis on se retrouve avec des bouquins qui n'ont pas forcément toujours des illustrations bien comme il faut, avec une qualité pro. Voilà. On n'est pas sur un bouquin sorti chez BBE, quoi. On est sur quelque chose de plus standard. Donc ça peut aussi en freiner quelques-uns. Mais ça, c'est exactement la même chose que pour les maquettes. Ça change un peu avec le temps. On a de plus en plus de bouquins OSR qui sont magnifiques. Si vous prenez, encore une fois, je le répète, Old School Essential par exemple, je trouve que les illustrations sont très belles. Même si elles sont particulières, je ne suis pas forcément le plus grand fan. Mais si vous prenez par exemple un Forbidden Lands qui va s'inscrire dans cette mouvance, on en reparlera après, mais je trouve que les illustrations dedans sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Et donc, voilà, on est sur une espèce de qualité comme ça qui se rehausse avec le temps. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, mais je peux comprendre effectivement cette réputation de maquette et d'illustration à la con. Et enfin, le dernier sujet qui peut fâcher, c'est le côté, il n'y a rien dedans, c'est des jeux à moitié finis, etc. Alors, c'est presque vrai dans le sens où beaucoup de jeux, pas tous évidemment, mais beaucoup de jeux vont avoir que, je sais pas, par exemple, une quinzaine de sorts. Bon, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Une fois que j'ai monté un mage, que je veux monter de niveau, je me retrouve avec tout le temps à peu près les mêmes sorts, c'est un peu nul et tout. Je suis d'accord, ils vont avoir aussi un petit bestiaire, je suis d'accord aussi, mais évidemment, c'est des choses qui sont assez simples pour que vous les créiez vous-même. Et donc, le jeu va quasiment s'attendre en fait à ce que vous veniez compléter le travail de l'auteur original et que vous alliez créer vous-même vos choses et tout ça. C'est le cas d'énormément de jeux OSR, je trouve. Même s'il y en a plein, encore une fois, avec le temps maintenant, on a des choses, des bestiaires, comme on a vu par exemple pour les Munchmen qui sortent un bestiaire compatible 5e et Old School Essential. Donc on a du contenu qui sort pour certains jeux. Mais c'est vrai qu'à la base, beaucoup de jeux qui sont auto-publiés par des indépendants vont avoir un contenu assez rikiki. Et donc, encore une fois, ils s'attendent à ce que si vous voulez en fait compléter la chose, c'est à vous de le faire. Donc forcément, ça peut aussi créer des frictions, je voudrais dire, avec certaines personnes qui ont l'habitude disons, de jeux plus traditionnels, qui vont avoir des jeux sortis par des éditeurs avec un bouquin de règles, un bouquin guide du maître et un bouquin de bestiaire. Voilà. Donc quand on n'a pas l'habitude, c'est sûr que ça peut déranger un petit peu, mais si le jeu vous donne les clés pour créer les choses, il faut pas dire, enfin je trouve en tout cas, il faut pas dire le jeu n'est pas fini, c'est à moitié fait, parce qu'en final il vous a donné les clés de la maison, voilà.
Et il vous a créé les murs, il vous a créé tout le machin. Et on te donne les clés, et on te dit voilà, maintenant c'est à toi de poser le papier peint. Bon, si ça coûtait pas très cher, je pense qu'on peut quand même essayer de s'entendre. En tout cas, c'est mon avis. On ne peut pas forcément demander à quelqu'un tout seul, de créer un bestiaire de 400 pages, un livre de règles qui tient la route, 350 sorts. Bon, ça peut vite devenir compliqué. Donc, si on vous a donné la recette, vous pouvez le faire vous-même, et puis normalement, ça va bien. Voilà un petit peu au niveau de la réputation et de ce que j'en pense de beaucoup de jeux OSR. Après, attention, par contre, l'OSR, c'est quelque chose que je ne considère pas comme étant destiné. Enfin, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et je vous dirais même que moi, mon premier contact avec l'OSR, il a été plutôt négatif. Parce que moi, mon premier jeu que j'ai joué en tant que joueur en plus OSR, c'était Torchbearer. Et donc, c'est un jeu de porte-monstre trésor. Et ce jeu-là m'a, donc de Dungeon Crawling, ce jeu-là m'a un peu freiné en fait, et je l'ai trouvé extrêmement frustrant pour tout un tas de choses qui sont liées au jeu, parce qu'il y avait des mécaniques notamment de faim et de soif assez poussées. J'avais l'impression que mon personnage il avait faim toutes les 20 minutes, et donc ça donne des malus, enfin, c'était un bordel pas possible. Mais il y a des choses qui peuvent être frustrantes, notamment au niveau des sorts. Si vous avez l'habitude d'un jeu comme la 5ème édition, vous avez l'habitude de créer des mages, je l'avais dit un peu dans une autre vidéo, mais euh, beaucoup de jeux plus modernes, avec des mécanismes plus modernes, vont essayer d'enlever toute source de frustration. C'est ce qui peut donner, moi je trouve, parfois un côté un peu bisounours à l'ensemble, mais vous allez avoir des choses qui vont vous permettre à votre personnage d'être toujours un petit peu ok. C'est-à-dire, par exemple, dans la 5ème édition, un mage va toujours avoir ses cantrips. Là où dans un jeu OSR style première édition, donc par exemple un Old School Essential, eh bien, votre personnage il va commencer mage de niveau 1 avec un sort, et puis t'es un peu dans le caca. Alors déjà en plus, il faut que tu aies la chance de pouvoir faire un mage, parce qu'il faut respecter certaines règles. Est-ce que tu as tiré assez en intelligence et tout ça, bon, suivant la classe que tu veux faire. Généralement, tu arrives quand même à trouver une classe qui correspond à ce que tu voudrais faire, un style de lanceur de sorts. Mais donc, une fois que tu as ta classe, tu commences avec un sort que tu as le droit d'utiliser une fois par jour, et après il faut te reposer pour pouvoir le récupérer. La magie ancienne, hein, donc de Jack Vance, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans Donjons Dragons, sauf que maintenant on a des cantrips, et à l'époque on les avait pas. Et donc, une fois que tu as balancé ton sort, que ton personnage il a un des 4 points de vie, et qu'il peut attaquer à la dague, et qu'il n'a pas le droit de porter d'armure, bon, si tu veux crever, tu fonces dans le tas, et puis tu vas commencer à trancher des gens. Et puis si jamais tu as un minimum de sens de survie, tu vas rester à l'arrière du groupe et attendre que les autres ils aillent se faire trancher. Puis toi, au pire, tu jetteras des cailloux. Tu t'achètes vite une fronde. Mais voilà, c'est à peu près ça. Donc toi, tu es là, ouais, j'ai créé un mage. Et en fait, eh bien non, je me retrouve toujours à l'arrière. Et puis je balance un sort une fois par jour. Ou alors je fais rien pendant que les autres s'amusent. C'est assez vrai. Et moi, en plus, c'était mon cas, puisque moi, j'avais créé un mage dans Torchbearer. J'avais un sort déterminé aléatoirement par le MJ qui était sympa et qui m'a permis de lancer 2 fois les dés et de choisir celui que je préférais. Je crois que c'était lui qui choisissait, mais il l'a lancé 2 fois et il a pris le meilleur, un truc comme ça. Et je me suis retrouvé avec un mage qui avait un sort un peu moisi, qui me permettait de donner un dé bonus à un allié, mais une fois par jour. Et j'ai réussi à ne pas. Tout le groupe est mort sauf moi, et j'ai quand même fini aveugle dans une caverne de Skaven. Mais bon, c'était quand même quelque chose cette aventure-là. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça peut être très frustrant quand vous avez une idée de votre personnage et que vous avez l'habitude de jeux avec des mécanismes plus modernes. Ça peut être un peu chiant. Autres mécanismes qui peuvent être un peu frustrants, vous allez par exemple avoir la montée de niveau qui peut être un peu frustrante. C'était le cas déjà dans Torchbearer, et puis c'est aussi le cas dans tout ce qui va être BX. Donc là, je prends l'exemple de Old School Essential. Quand vous récupérez de l'or sur les ennemis et tout ça, cet or-là, c'est votre XP. Quand vous montez de niveau, vous ne montez pas déjà de niveau tous en même temps, parce que suivant la classe que vous avez, il vous faut plus ou moins d'XP, et donc quand vous récupérez de l'or, vous divisez l'or comme vous voulez, et ça représente votre réserve d'XP. Mais imaginez quelqu'un qui a les poches complètement pleines, et puis qui part comme ça à la ville, avec ses poches de pleines d'or, à chaque fois qu'il perd une pièce, il perd un point d'XP, le gars. Donc, ou la fille, à chaque fois que vous rencontrez un ennemi et que vous avez les poches pleines d'or, comme ça représente votre XP, si jamais vous faites voler vos pièces d'or, vous perdez votre XP. Et pour valider le tout, on va dire pour atteindre un checkpoint, il faut aller en ville.
Donc là, vous allez en ville, vous déposez votre argent, en gros, je schématise, mais c'est à peu près ça. Vous sécurisez votre argent, vous validez votre XP, et donc si jamais vous avez à ce moment-là assez d'XP pour passer le niveau, vous pouvez valider votre montée de niveau. Pas avant. Donc si jamais vous êtes perdu au milieu de la campagne à 600 bornes de la moindre ville, et ben en fait, tant que vous n'avez pas ramené votre or, et encore il y a des limites de charge et tout ça parce que tout a un poids, et ben ça peut être chiant. On s'entend, ça peut être chiant de devoir tout ramener pour valider, ça peut être frustrant. C'est ça le truc. Mais en même temps, ça donne du goût. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est que ça donne aussi du goût. Évidemment, là, je vous ai donné des exemples, mais comme vous avez déjà pu le voir sur la chaîne, quand par exemple je vous ai parlé de Cœur Vaillant qui est un jeu OSR, eh bien, la mécanique pour monter de niveau est totalement différente. Et donc, c'est ça en fait. Différents jeux OSR vont vous proposer différentes expériences. Et ça va être pareil, par exemple, pour Macchiato Monsters, où là, vous allez atteindre des objectifs et il faut valider un certain nombre d'objectifs pour atteindre votre niveau. Si vous voulez passer niveau 4, eh ben, il faut réaliser 4 quêtes si vous préférez. Et voilà, vous allez avoir comme ça des mécaniques qui vont être propres à chaque jeu typé OSR. Donc chaque jeu qui respecte les principes que je vous ai énoncés plus tôt. Mais les mécaniques peuvent être différentes. Donc vous dites pas, moi j'aime pas les jeux OSR parce que j'aime pas quand mon or il se perd et que je perds mon XP. Parce que c'est peut-être faux. Si on vous propose un jeu typé OSR, ça va peut-être être faux dans ce jeu-là. Donc c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte. Tous les jeux typés OSR ne sont pas forcément les mêmes jeux. Et d'ailleurs, c'est un tout petit peu ce qui m'énerve quand dans les campagnes de financement, vous pouvez voir genre compatible 5ème édition et compatible OSR. C'est-à-dire, tu bases sur quel jeu OSR à la base pour dire ça? Est-ce que c'est compatible plutôt BX? Donc, est-ce que je peux jouer avec un Old School Essential? Ou est-ce que je dois le jouer avec un DCC qui est aussi un jeu OSR? Ou est-ce que je dois jouer avec un Forbidden Land? Bref, ça ne veut rien dire. Un jeu, voire 5E ou OSR, ça ne veut rien dire. Même si généralement, quand ils mettent ça, ça veut dire que c'est compatible BX. BX c'est Basic Expert de Donjons Dragons, donc ça veut dire que ça va couvrir Sword and Wizardry, ça va couvrir Old School Essential, etc., etc. Voilà. Maintenant, de plus en plus, vous voyez le sigle OSE qui vous permet de le savoir. Mais des fois, quand je vois le sigle 5E ou OSR, je ne comprends jamais ce que ça veut dire parce que ça veut signifier tout un tas de choses. Voilà. Voilà, c'est un peu... c'est compliqué comme vidéo à tourner. Mais ce qui est à retenir de ça, c'est donc que l'OSR, c'est un ensemble, un grand ensemble de principes, voilà, qui à la base se base sur l'OGL de Donjons et Dragons, et donc on a créé des jeux pour essayer de retrouver l'esprit qu'on avait dans les éditions précédentes. Les éditions précédentes à la 3ème édition. Donc aujourd'hui, maintenant, on peut avoir des éditions précédentes, même 3ème, voire même 4ème édition, pourquoi pas. On va pouvoir retrouver comme ça un goût old school, voilà, un goût à ancienne école. Et ces jeux doivent respecter un ensemble de grands principes que je vous ai énoncés un peu plus tôt. Voilà, donc une fois qu'on a nos jeux OSR, c'est bien beau. Mais Donjons et Dragons, c'est bien beau, mais moi j'aime pas Donjons et Dragons. Moi j'aime Warhammer. Est-ce que je peux retrouver le goût de Warhammer 2ème édition? Eh ben oui, c'est aussi simple que ça. En fait, oui, tu vas pouvoir retrouver d'autres jeux qui, ça dépend encore des écoles, parce que là encore c'est la guerre, même si aujourd'hui tout le monde s'accorde à peu près à dire que oui, ok, c'est de l'OSR, mais vous allez pouvoir retrouver des jeux qui vont donner un goût type Warhammer, en émulant par exemple la 2ème édition de Warhammer, en éliminant un peu ses scories. Ça va être le cas par exemple d'un Brigandine, qui est fait pour faire du Warhammer. Et Brigandine va alléger les règles de Warhammer 2ème édition, tout en les rendant plus fluides, en incorporant un système de magie qui est bien sympa et tout ça. Et donc, oui, Brigandine, ça peut être considéré comme de l'OSR, puisque c'est là pour émuler un jeu vieille école, donc Warhammer 2ème édition. Ça peut être le cas aussi, par exemple, d'un Zweihander, bientôt d'ailleurs en financement en français, dans quelques jours au moment où j'enregistre cette vidéo. Eh bien, Zweihander, c'est fait pour faire du Warhammer vieille école. Et donc beaucoup vont dire que ce sont des jeux typés OSR, même si techniquement ils ne respectent pas le côté Donjons et Dragons, machin, on se base là-dessus. Mais ça change rien en fait, ça change rien. Beaucoup vont dire que ce sont des jeux OSR et je trouve qu'ils ont raison. Si on prend par exemple le cas d'un Fléau c'est pareil, c'est fait plus pour émuler du type Warhammer et c'est un jeu qui est clairement dans la mouvance OSR, même s'il ne se base pas sur une ancienne édition de Donjons et Dragons. Donc voilà. Vous avez comme ça des jeux qui vont un peu s'éparpiller tout en respectant toujours ces espèces de grands principes. Et donc, du moment qu'ils respectent les grands principes, eh bien, on va dire qu'ils font partie de la mouvance OSR. Ce qui nous donne des jeux
qui sont parfois très modernes, mais qui en même temps respectent ces grands principes. Ça va être le cas, par exemple, Macchiato Monsters, par exemple, et du Black Hack en général, mais on en parlera juste après. Mais Macchiato Monsters va inclure des mécaniques qui sont pas du tout tirées de Donjons et Dragons première édition, mais par exemple le dé d'usure. Donc ça, le dé d'usure, hein, si vous ne savez pas, c'est par exemple, j'utilise des flèches, et bien hop, je jette un dé pour savoir si ma réserve de flèches baisse. Et quand j'en ai plus, j'ai plus de flèches, donc mon dé, en fait, je fais, par exemple, j'ai 10, D10 de flèches, ensuite je jette mon D10, si je fais un ou deux, maintenant j'ai D8 de flèches. Donc la prochaine fois que je tire une flèche, je jette mon D8, j'ai fait un ou deux, j'ai D6 de flèches, etc. jusqu'à arriver à D4. Et là, si tu fais un ou deux sur ton D4, et t'as plus de flèches. Voilà. J'ai plus les règles exactement en tête, hein, mais c'est quelque chose comme ça. En tout cas, si vous faites un certain résultat sur votre dé actuel d'usure, vous diminuez votre dé jusqu'à ne pas pouvoir tomber en dessous du D4. Et donc à ce moment-là, vous n'avez juste plus de flèches, ou plus d'eau, ou plus de rations, ou plus de ce que vous voulez. De kilomètres de corde, on s'en fout, vous n'avez plus. Et donc, ça, c'est des mécaniques qui sont propres à ce jeu-là, et plutôt au Black Hack, qui vont être repris dans d'autres jeux. Donc, vous avez comme ça des jeux OSR qui sont assez importants et qui vont faire naître d'autres jeux comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu le bordel. Si on pouvait représenter une famille, je pense que ce serait un arbre complet, une sorte de grand érable avec plein de feuilles et plein de branches dans tous les sens qui partent de partout. C'est pour ça que c'est le bordel. Mais évidemment, quand vous avez autant de monde dans autant de jeux, etc., vous pouvez avoir des gens qui ne partagent pas les mêmes avis que tout le monde, et donc ils vont vous dire par exemple que si tu veux être OSR, il faut forcément que tu sois du Donjon et Dragon. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On ne sait pas trop, donc on les laisse un peu dans leur coin, puis ça donne un peu des côtés un peu clivants. Même si j'avoue que depuis quelques temps, je trouve qu'il y a une certaine harmonisation, en tout cas je trouve les réseaux que je suis et tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est OSR, machin. Y a plus trop, je vois plus trop ce genre de débat sur le côté non, c'est que pour du Donjon et Dragon, que des anciennes éditions de Donjon et Dragon. Et je vois de plus en plus d'ailleurs de projets tirés plutôt dans le style Warhammer. Ça, c'est un côté que je trouve assez cool. Autant j'aime pas forcément le monde de Warhammer, autant j'aime bien l'esprit Warhammer, le côté un peu crade, un peu dur et tout. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu toutes ces histoires de principes OSR, qu'est-ce qui est OSR, les concepts et tout ça, j'aimerais passer avec vous un petit peu encore deux points. Déjà, j'aimerais vous parler de quelques jeux qui sont pour moi un petit peu angulaires, qui sont les plus connus aussi, les plus mis en avant, ceux que vous pouvez trouver le plus facilement, même si en fait il y en a beaucoup que vous pouvez trouver, mais en tout cas des jeux que je vous conseille de regarder si vous vous intéressez à l'OSR. Tout d'abord, ce qui est pour moi un peu une référence, c'est la base, puisque c'est basé sur Basic et Expert de Donjons & Dragons et Advance Donjons & Dragons, première édition, vous allez avoir Old School Essential. Old School Essential, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en tant que BX. C'est chez Necrotic Gnome et vous pouvez le trouver aussi en français chez 500 nuances de geek de mémoire. Ça a été traduit tout ça, donc vous avez une version basique donc qui va reprendre vraiment la base. Donc là on va se retrouver encore avec des règles comme le taco par exemple. On a un jeu qui intègre encore cette espèce de relique du passé qui est le taco. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le taco c'est To Hit Armor Class 0. Et c'est un système de classe d'armure au niveau du calcul, c'est pas très compliqué, mais je vais pas vous l'expliquer là parce qu'il est 23h et j'ai clairement pas la foi. Mais c'est pas très compliqué au final. Mais donc, Old School Essential va intégrer cette histoire de taco tout en intégrant quand même le concept de classe d'armure ascendante, comme vous pouvez le retrouver dans Donjons Dragons 5ème édition par exemple. Donc, un système plus moderne pour calculer ça. Et vous pouvez vraiment choisir la version que vous voulez. De la même façon, par exemple, on va encore partir du principe que certaines classes sont des races, ou certaines races sont des classes. Par exemple, un elfe, quand vous jouez un elfe, vous ne jouez pas un elfe magicien, vous ne jouez pas un elfe archer, vous jouez un elfe. Et puis vous avez votre classe elfe. C'est à la fois votre race et à la fois votre classe. Et si vous voulez un petit peu personnaliser ça, un petit peu changer, vous avez l'option qui est possible dans la version Advanced de OSE, donc Old School Essential, qui là vous permet de venir séparer votre classe de votre race. Donc à ce moment-là, vous pouvez venir jouer un elfe magicien, un nain guerrier, etc. Parce que sinon, vous jouez un nain. Et donc, vous avez comme ça ces options qui vous sont proposées. Et vous pouvez choisir de jouer en version basique ou en version advanced. Et moi, le gros avantage que je trouve à ces éditions-là, de Old School Essential,
c'est que c'est hyper bien fait, c'est hyper bien rangé, ça corrige les problèmes des versions originales de Donjons et Dragons dans les éditions que ça veut émuler, tout en les bonifiant, en les rangeant, parce que c'était un peu le bordel au niveau de l'organisation dans les bouquins originaux. Et puis surtout, ça vous permet d'y accéder à beaucoup moins cher si vous voulez retrouver un peu le goût de l'époque. Parce que aujourd'hui, les vieilles boîtes Donjons et Dragons, ça coûte une fortune. Et donc avec ces jeux-là, ça vous permet de faire la même chose, de même jouer aux modules originaux Donjons et Dragons, si jamais vous arrivez à mettre la main dessus, ou sur les PDF. Parce que maintenant, vous pouvez retrouver aussi les PDF des vieilles éditions de Donjons et Dragons directement sur DriveThru. Wizard of the Coast met régulièrement à jour la liste des produits TSR de l'époque. Et moi, c'est un jeu que je vous conseille, surtout qui est disponible soit en version boîte avec des petits livres, donc par exemple la magie, les personnages, etc., les objets magiques, vous avez plein de petits livres, ou alors vous avez en version juste gros livre, et vous avez un livre et vous pouvez comme ça regarder ce que vous voulez. Les illustrations sont belles, en tout cas, faut aimer, mais moi j'aime bien. Donc c'est tout en couleur, c'est vraiment magnifique au niveau de la mise en page, c'est très clair, il n'y a, pas à se perdre. Vous avez même un SRD sur le net si jamais vous voulez trouver des références de sorts et tout. Vous avez tout. Bon, ça c'est Old School Essential. Ensuite, si vous voulez un goût un petit peu plus, on va dire fun, du moins au début, ça va être Dungeon Crawl Classic, qui est pour moi un jeu aussi assez angulaire, qui là va vraiment à fond dans le concept. C'est un peu moins mon style, je vous avoue, mais par exemple, c'est le fameux jeu, alors c'est un des fameux jeux, beaucoup parlent de ça, mais il y en a d'autres qui l'ont fait avant. Mais c'est un jeu dans lequel vous allez avoir notamment le concept de niveau 0. Et donc vous allez commencer avec une panoplie de personnages, genre 5 ou 6 par joueur. Vous vous retrouvez avec je sais pas combien de personnes à gérer. Mais vous leur faites vivre une aventure de niveau 0 et il y en a beaucoup qui vont mourir. Et à la fin, il restera peut-être un personnage par joueur ou deux. Et ils vont choisir ou ils vont prendre celui qui reste par défaut, et donc c'est assez marrant de voir ça. Mais DCC donc, est disponible aussi en français, avec un système de règles qui là aussi s'éloigne complètement d'un BX, va avoir son propre système, on va pas être sur quelque chose de 100% compatible, c'est vraiment les règles DCC, et puis c'est tout. Et puis il y a énormément de contenu qui sortent aussi pour DCC, beaucoup de scénarios, beaucoup de choses. C'est vraiment un jeu très intéressant, là aussi un peu fou. Donc je vous conseille de jeter un oeil sur DCC si jamais il vous intéresse. Ensuite, autre jeu qui est assez important, je trouve en tout cas, et qui a donné naissance à énormément de jeux que vous connaissez très certainement, c'est le Black Hack, qui là va apporter, comme je vous disais tout à l'heure, le concept de dé d'usure. Et cette histoire de dé d'usure, moi c'est quelque chose que j'aime bien, même s'il y en a qui n'aiment pas forcément, mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Dans beaucoup de jeux, notamment, comme je disais tout à l'heure, My Cat Monsters. Vous l'avez aussi, je crois, dans Fléau. Ouais, vous vous retrouvez comme ça un peu dans d'autres jeux. Et ça a donné notamment naissance à Cthulhu Hack. Si vous voulez savoir d'où venait le hack, donc Cthulhu Hack, eh bien ça vient du Black Hack. Et justement, Cthulhu Hack, c'est un jeu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui voient même pas cet aspect de cette affiliation et ce côté OSR et tout, mais ça vient vraiment d'un jeu OSR et d'un système OSR, le Black Hack. Et donc, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup et qui, en plus de ça, ne vaut pas très très cher. Alors, je préfère quand même Macchiato Monsters sur tout un tas de petites choses, mais le Black Hack, c'est quand même un jeu que je vous conseille de regarder si jamais ça vous intéresse. Et puis enfin, dernier jeu que j'ai sélectionné de côté OSR, ça va être Forbidden Lands. Forbidden Lands, c'est chez Free League. Forbidden Lands, c'est un peu bizarre. Il a un peu le cul entre deux chaises. C'est que c'est un jeu qui se joue avec un système moderne, à savoir le Year Zero Engine, donc celui que vous pouvez retrouver dans Mutant, dans Tales from the Loop, etc. etc. Mais ce système-là, on lui a donné un goût OSR. Le jeu va vraiment aller à fond, c'est un jeu hommage à tout ce style-là. Vous allez retrouver déjà des bouquins qui sont magnifiques, je vous les présente je pense en 2023. J'ai des campagnes à lire dessus, faut que je vous présente tout ça, mais c'est des jeux qui sont magnifiques, je trouve en tout cas, pas de papier glacé, un bon vieux papier à l'ancienne qui est vraiment très très beau, enfin très très agréable au toucher. Et c'est sorti aussi en français chez Arcane je crois. Des couvertures en peau de couille de dragon qui sont super belles, des dorures, machin, des illustrations comme dans les années 70-80 en noir et blanc, qui sont vraiment vraiment très 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 jolies. J'aime vraiment beaucoup. Et ce système, donc ce Year Zero, qui a été mis au goût OSR, donc c'est-à-dire que vous allez avoir encore beaucoup de tables aléatoires, etc. Une magie imprévisible aussi,
une mortalité vraiment élevée. Comme je dis, la magie imprévisible, c'est-à-dire que par exemple, tu jettes ton sort, tu as un effet qui se passe, tu jettes sur la table des effets, boum, tu as fait ça, hop, t'as fait le 66, il y a une faille qui s'ouvre, il y a un démon qui t'attrape, et hop, t'es mort. Bon, ok, très bien. Donc voilà, c'est une magie vraiment imprévisible qui peut avoir des répercussions assez importantes sur vous et sur vos camarades. Et un système qui est vraiment très létal et qui là aussi va s'attendre à ce que vous ayez des réflexes de bah non, c'est pas équilibré. Donc ça, c'était Forbidden Lands, un jeu que je vous conseille ardemment. Voilà pour le côté OSR. Et je voulais très rapidement vous parler d'une mouvance qui est de l'OSR, mais en fait plus vraiment, et on sait pas trop, et finalement on a inventé un nouveau terme, c'est le NSR. Et alors là, NSR, de quoi qu'on parle encore? Là encore une fois, les gens sont pas trop d'accord. Je crois que on pourrait vraiment dire nouveau scandinave révolution, que les gens seraient contents. Mais normalement ça voudrait dire New School Revolution. Et donc là, nouvelle école. Alors là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on va partir du principe de l'OSR, donc ça va respecter exactement les mêmes points que l'OSR, mais il y a quand même des points en plus assez importants. Le point le plus majeur que vous allez pouvoir retrouver là-dedans, les deux points, c'est des règles qui vont être généralement très très simples, allégées au maximum. Allégées, vraiment, on va essayer de garder l'esprit, le corps. Juste, tu jettes des dés, puis il n'y a pas de fit, il n'y a pas d'histoire de compétences, très peu, etc., etc. Et en même temps, là-dedans, on va venir greffer un setting, donc un univers qu'on va qualifier de weird. C'est quelque chose donc d'étrange, de bizarre en anglais. Généralement, ça va être weird. Ça, c'est sûr. Je vous ai fait une petite sélection aussi, mais il y en a beaucoup que vous connaissez très certainement qui sont qualifiés de jeux OSR, qui sont pour moi, enfin qui rentrent pour moi dans ma définition, attention, dans des jeux plutôt NSR. Ça va être le cas par exemple de Troika, Troika qui est sorti récemment en français. Pour moi, Troika, avec ce truc très très étrange, ce setting très étrange, pour moi ça va être un jeu NSR, clairement, c'est même d'ailleurs celui qui est cité généralement en exemple, et je suis extrêmement d'accord avec ça. Vous allez pouvoir aussi avoir un jeu comme Morkborg, par exemple. Morkborg, il a un setting assez étrange. Morkborg, c'est très spécial. Et donc, ben oui, pour moi, ça fait partie aussi du NSR avec ce côté extrêmement graphique et tout. Et d'ailleurs, quand vous voyez des jeux généralement qui sont extrêmement graphiques, machin, oui, on peut presque tout le temps, pas toujours, mais on peut généralement les classer comme étant des jeux plutôt NSR. Je rappelle que le NSR, ça respecte les mêmes règles que la version OSR. Donc si vous dites que, par exemple, Troika, c'est un jeu OSR, vous avez raison. Mais il s'inscrit plutôt dans cette espèce de sous-genre du NSR, à cause du setting weird et le côté, les règles vraiment simplifiées. Ça va être le cas de beaucoup d'autres jeux, hein. Je pense notamment là à Necronautilus. Voilà, là si vous trouvez un setting plus weird que celui-là, j'aimerais bien le connaître. Parce que là on joue techniquement des agents de la mort. On est des nuages de gaz qui se baladent pour répondre aux exigences de la mort. On peut prendre des formes différentes et tout ça, mais en gros on travaille pour la mort tout en généralement en ne voulant pas, en voulant se libérer de cette condition. Si vous trouvez plus bizarre que de jouer des nuages de gaz dans un espèce d'espace un peu psychédélique, dites-moi, hein, parce que j'ai pas encore trouvé. Donc Necronautilus, c'est très bien, mais c'est très bizarre, et donc clairement, mouvance NSR. Voilà un peu pour cette parenthèse NSR. C'est pas beaucoup plus compliqué que l'OSR à comprendre, c'est juste que je vous mets aussi un lien d'ailleurs en description pour comprendre un peu plus le NSR, mais ça respecte exactement les mêmes règles que l'OSR, et ça rajoute un petit peu 2-3 petits paramètres en plus. Voilà donc, en conclusion un petit peu de tout ça, j'ai plusieurs petites choses à dire. Tout d'abord, une réputation qui n'est pas forcément injustifiée. L'OSR, c'est le bordel. Et je suis entièrement d'accord avec ça, et c'est le bordel pour à peu près tout le monde. Il y a certaines entreprises qui vont faire les choses extrêmement carrées. Je pense notamment à Necrotic Gnome avec Old School Essential, qui vont sortir, voilà, version basique, version expert. On sort un zine à côté qui s'appelle Carcass Crawler, qui vient rajouter quelques petites options, des races, des classes un peu bizarres et tout. Et là, dans ce cas-là, eh bien, on est sur quelque chose de très carré. Voilà, ils ont un produit, ils développent ce produit, c'est carré, c'est voilà.
Et à côté de ça, vous allez avoir des éditeurs qui, eux, vont avoir le côté un peu plus indépendant, un peu plus libre, et aussi un petit peu plus j'écris selon mes envies. Voilà, si j'ai envie d'écrire un nouveau système, ben fuck l'ancien, puis j'écris pour le nouveau, même si j'avais écrit volume 1, ou si les gens pensaient que j'allais développer une gamme là-dessus, bah peu importe, je pars autre chose, je pars quelque chose, puis peut-être que le mois d'après, j'en ferai encore un autre, et puis voilà, et puis un autre. Ce qui fait qu'il y a un côté un peu confusant qui peut se dégager. C'est le cas notamment de Chibi avec le Grumpf qui écrit vraiment, en tout cas selon moi, selon ses envies. C'est quelque chose que je respecte, hein, que je trouve très bien. Mais c'est vrai que ça peut aussi rendre ce côté un petit peu confusant de l'OSR c'est le bordel, parce que je suis tel éditeur et que chez tel éditeur c'est un peu le bordel. Et je suis assez d'accord avec ça, on ne peut pas forcément dire le contraire. Donc voilà. Mais vous avez quand même on va dire des chevaux de bataille comme Old School Essential, comme DCC, qui vont proposer un produit et suivre ce produit. Et beaucoup de gens vont s'embarquer dans la brèche. C'est ce qui nous permet aujourd'hui notamment d'avoir beaucoup de contenu, enfin beaucoup, j'exagère peut-être un peu, mais quand même pas mal, de contenu qui sort de Kickstarter, qui n'ont rien à voir à la base avec un Old School Essential, mais qui vont faire leur contenu en fonction de ça. Et donc vous retrouvez des baissières, des machins, comme on a vu les Mushmen qui vont sortir donc leur zine qui s'appelle Knock, qui va bientôt d'ailleurs être traduit, sortir chez BBE en VF, mais qui à la base est du contenu clairement typé OSR. Donc vous allez avoir comme ça du matériel de ressources qui va beaucoup servir avec OSE, notamment beaucoup. Là, ils sortent un baissière qui est compatible à la fois 5e, à la fois OSE. Donc voilà, vous avez quand même. C'est pas un jeu mort, quoi. Ce que je veux dire, c'est que l'OSR, c'est pas un. Alors, c'est pas un jeu, mais c'est pas un esprit qui est mort et c'est pas une gamme morte. C'est pas parce que vous allez jouer à Old School Essential que vous allez avoir pas le choix de prendre des modules sortis dans les années 80 pour Donjons et Dragons. C'est pas ça du tout. Vous allez avoir l'embarras du choix, c'est ça qui est important, c'est que vous prenez un jeu OSR qui va se baser sur, je dis BX là, dans ce cas-là, voilà, vous prenez votre jeu OSR basé BX, vous avez l'embarras du choix de ce que vous pouvez jouer, des choses nouvellement sorties, parce qu'il y a certains produits qui ont un grand succès et donc qui permettent la création de nouveautés, tout en vous permettant de jouer d'anciens modules. Et donc, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je ne sais pas si les gens le savent, mais moi, j'aime bien parfois regarder ce qui se faisait avant. Et pour moi, c'est important de continuer à faire vivre un peu ces univers-là, ces mondes-là. On pense par exemple au monde de Mystara, qui est un monde que je trouve très, 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 très bien. Mais sans l'OSR, je veux dire, quand on voit le prix des boîtes Donjons Dragons de l'époque, si on n'avait pas l'impression d'amende sur DriveThru et ou des jeux OSR pour avoir quelque chose avec une qualité pas une qualité de scan un peu pourrie, et ben voilà, on aurait quand même plus de problèmes pour essayer de faire revivre ces instants-là, de faire rejouer ces vieux modules. Ici, il faut payer 300 $ pour essayer d'avoir une boîte en état correct, complète. Et pour faire jouer pendant, je sais pas moi, 4 semaines à des amis, bah, ça fait un peu cher le loisir, quoi. Donc voilà, l'OSR vous permet aussi d'accéder à ces modules un peu mythiques de façon moins chère. Ça, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Voilà, j'ai cru que je m'en sortirais jamais. J'espère vraiment de tout cœur de ne pas être parti dans tous les sens. Vous me direz en commentaire si ça vous a plu cette vidéo. Moi en tout cas, ça a été très long de la faire. Il est un peu plus de minuit. J'ai commencé à vouloir enregistrer, il était 19h, mais bon, tant pis. C'était très long de la faire. Ça a été un plaisir aussi à préparer. J'ai appris aussi des choses. Voilà, je me suis replongé dans certains vieux jeux ou certains jeux qui sont basés donc sur l'OSR et voir un peu leur origine et tout ça. Moi, c'est quelque chose que je trouve assez beau, quelque chose qui pourrait ne pas forcément plaire à tout le monde, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'OSR, c'est pas forcément destiné à des vieux cons. Il y a certains concepts très nouveaux, la narration partagée, etc. On l'a pu voir sur la chaîne avec l'actual play de Coureur d'Orage, qui intègre beaucoup de cette espèce de narration avec un système très léger. Donc c'est pas forcément des systèmes pour les vieux cons, c'est pas forcément un système pour des vieux grognards. On a beaucoup de concepts un peu nouveaux qui peuvent, encore une fois je dis qui peuvent faire partie du paysage OSR, même si c'est pas forcément pour tous les jeux, mais il y a quand même le choix. Quand vous voyez OSR, ne vous dites pas ok, j'ai vu une page une fois, j'ai lu ce jeu là OSR, c'est un peu de la merde. Non,
c'est un concept, c'est un courant de pensée, on va dire, voilà. Mais ça permet quand même de se replonger comme ça dans des anciens modules qu'on n'a pas eu l'occasion de connaître. Moi, par exemple, j'étais pas né quand il y avait, ou j'étais pas né, ou j'étais très petit, quand il y avait les premières versions de Donjons et Dragons, quand il y a eu les choses dont on me parle et on me rabâche les oreilles en permanence. Par exemple, le Temple du Mal élémentaire, moi, c'est quelque chose que je ne connais pas, j'étais pas là, j'ai pas pu le faire, j'étais pas rôliste à l'époque. Et donc, voilà, quand les gens te disent oui, mais t'as pas connu ça, toi, t'as pas connu ça, moi, c'est quelque chose qui m'agace et qui a tendance un peu à me saouler. Mais quand on me parle de ces vieux modules-là, c'est quelque chose qui, moi, peut me donner envie aussi. Je me dis, merde, j'aimerais vraiment lire ça, j'aimerais vraiment pouvoir jouer ça. Et on retrouve ça, une initiative d'ailleurs de Goodman Games, beaucoup qui vont refaire des modules Donjons et Dragons de l'ancienne époque en version 5ème édition. Alors, j'en ai pas fait, donc je sais pas trop ce que ça vaut. Apparemment, c'est bien. Mais voilà, ça permet de rejouer comme ça des vieux modules un peu légendaires qui permettent de les remettre au goût du jour ou de les jouer dans leur jus et sans débourser une fortune à chaque fois. Et moi, ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, ne pas débourser une fortune à chaque fois. Voilà, bon, j'espère que ça a répondu à votre question. Qu'est-ce que l'OSR? D'où ça vient? C'est quoi l'esprit exactement derrière tout ça? Je mettrai peut-être des vidéos en description qui m'ont aidé dans la conception de cette vidéo, notamment les vidéos du podcast anonyme, des vidéos aussi beaucoup des vidéos anglophones qui en parlent très bien. Moi j'espère avoir réussi à faire le tour, avoir réussi à sortir une vidéo que je voulais, parce que cette vidéo je voulais vraiment qu'elle soit bien, je voulais vraiment en faire le tour, je sais que j'en ai pas fait le tour, c'est impossible, mais j'ai donné ce que j'avais à donner et j'espère surtout que ça vous a plu. Et donc, pour terminer, n'oubliez pas que vous pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!